Bien, nous allons donc commencer. Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, je vous remercie d'être présents à ce webinaire traitant de l'optimisation du suivi et du contrôle de la dépense publique dans ce contexte très particulier du confinement. J'espère que vous êtes bien installés, que les télétravailleurs ont pu laisser leurs enfants dans leur cours à distance ou leurs séries préférées. Et nous allons commencer. Donc, je me présente, je m'appelle Hervé Borda, je suis membre de l'équipe Adatol CD depuis 2017, responsable produit de l'ensemble des modules développés autour d'Alfresco sur le thème de la gestion financière et des outils permettant d'assurer la gestion et le classement des pièces justificatives de la dépense publique. Nous avons devant nous une petite heure, donc le contenu sera assez dense. L'ordre du jour est le suivant. Nous allons commencer par une petite présentation d'Atol CD pour les personnes qui ne connaissent pas la société. Ensuite, nous passerons aux présentations du socle finance et de ses différents modules, donc de la gestion de la consultation du marché public, la gestion des pièces de marché constituées de cette consultation, la gestion de l'exécution des marchés, un module qui permet l'expression du besoin et des commandes, la gestion et le suivi des factures et du processus de validation de services faits, et l'administration centralisée de l'ensemble de ces modules. Nous terminerons ensuite par une présentation rapide des différents catalogues et des modules Alfresco et un jeu de questions-réponses où je tâcherai de répondre dans le cadre du webinaire. Si nous n'avons pas le temps, je répondrai par mail par la suite. Donc, la présentation d'Atol CD, donc Atol Conseil et Développement, qui est une société de services numériques née en 2000, qui fête donc ses 20 ans cette année, qui a pour ADN le développement d'applications métiers impliquant majoritairement des solutions et des briques technologiques d'open source. Cette philosophie nous investit dans les projets aux côtés de nos clients, en privilégiant la mutualisation et le partage, en y apportant l'excellence technique et l'implication métier pour construire un partenariat gagnant-gagnant sur le long terme, donc une vision plutôt humaine et stable, plus qu'économique. Donc, nous sommes basés en Bourgogne, à Gevrey-Chambertin, en plein cœur de vignobles mondialement connus. Nous avons également des bureaux à Dijon, à Paris, à Lyon, mais également des bureaux à Nantes, et des clients sur tous les territoires, mais on conserve des valeurs qui ont fait notre succès et un pragmatisme assez terrien. Donc, l'évolution des effectifs, donc 160 collaborateurs participent au fonctionnement d'Atol CD, un effectif en forte croissance et dont le développement ne cesse de progresser. Un ensemble de services en vue de concevoir et développer vos applications métiers en s'appuyant donc sur de la communication digitale et la création de sites, de l'infogérance et du déploiement en cloud des différents outils conçus, du décisionnel type Pentao et du big data, et bien entendu sur de la dématérialisation documentaire dont nous allons parler aujourd'hui avec des outils de capture et de GED. La GED qui a été choisie est Alfresco, une solution complète et performante pour la gestion des documents, dont nous sommes aujourd'hui le premier intégrateur en France. Atol CD a participé également au développement de la solution en étant contributeur de fonctionnalités désormais intégrées dans les nouvelles versions d'Alfresco. Partenaire Alfresco de l'année 2017 pour la satisfaction client et 2 fois meilleur partenaire du secteur public en 2018 et 2019. L'équipe ECM représente aujourd'hui 45 personnes qui travaillent sur ce sujet, dont 12 ingénieurs qui ont été certifiés dans le process de validation Alfresco. Vous accompagner, c'est notre volonté première, de créer un produit le plus proche de vos besoins et de vos attentes, en mettant en œuvre les meilleures pratiques et offrir le plus de réactivité, en y restant le plus proche également. Donc, du lancement du projet jusqu'à sa conception finale, nous tâchons d'être réactifs en utilisant les concepts de la philosophie agile. Nous mettons en œuvre avec nos consultants dès le début des ateliers métiers
pour recueillir les besoins, puis des sessions de développement rapide pour mettre à disposition dans des environnements de recettes des versions bêta, afin de vous accompagner ensuite dans le déploiement, la mise en production, jusqu'à la maintenance, bien sûr, l'assistance et le support. Donc voilà pour la présentation. Donc on essaie d'être concis. Les modules du socle finance, à quoi correspondent ces modules et comment ils pourront vous aider dans cette optimisation du suivi de la dépense. Donc tout d'abord, c'est dans un cadre d'une vision transverse du sujet, de la gestion documentaire d'une collectivité, que nous avons conçu notre approche sur plusieurs sites, c'est le terme qui est utilisé dans Fresco, qui reprennent le cycle de vie de la dépense publique. Donc tout d'abord, un site passation et attribution des marchés, qui va permettre de classer et de partager toute la phase de mise en œuvre d'une consultation en s'appuyant sur des outils marchés qui pourront déposer leurs documents dans la GED, alors qui pourront les déposer ou qui, via un ETL, qui pourront être déposés par un ETL dans la GED directement. Un traitement de la préparation des actes à envoyer au contrôle de légalité de la préfecture. Ça, c'est une procédure qui est en cours de validation chez nous dans la prochaine, qui sera mise à disposition dans la prochaine version, avec signature possible en amont des actes dans un parapheur électronique, en particulier l'acte d'engagement, et éventuellement la possibilité de notifier les tiers du résultat de cette consultation. Donc un site ensuite d'exécution comptable qui permettra d'exposer au public du domaine de la finance en particulier ou aux différents opérationnels des directions métiers les pièces de marché. Bien entendu, le premier utilisateur de cet ensemble documentaire sera l'outil de gestion financière qui pourra ainsi sélectionner les pièces à transmettre au comptable pour justifier de la dépense, mais aussi classer éventuellement tous les autres types de pièces justificatives en s'appuyant sur la même architecture. Je pense en particulier aux pièces hors marché, par exemple. Vient se greffer là-dessus un site de demande d'achat, qui permet aux utilisateurs non équipés d'outils particuliers ou qui utilisaient des process un peu manuels ou de mail ou ne souhaitant tout simplement pas avoir accès aux lourdeurs potentielles d'un outil de gestion financière, d'exprimer leurs besoins en créant une demande d'achat qui pourra suivre un processus de validation auprès de son chef de service ou de son supérieur, en interaction bien sûr avec la gestion financière et où le parapheur pour au final permettre de signer une commande définitive. Un quatrième site qui est un site de service fait qui pourra récupérer les factures issues bien sûr de la gestion financière ou de Chorus directement pour leur faire subir un contrôle dans le cadre d'un circuit de validation du service fait avant son classement final après la liquidation dans le site exécution. Tout ceci permettant de préparer au mieux le dépôt futur dans un système d'archivage électronique avec un maximum d'informations glanées au fur et à mesure de la durée de vie des pièces sans intervenir en complément de toutes les autres pièces ou autres procédures qui pourraient alourdir le système. Donc le premier des modules que nous allons voir, c'est la gestion de la consultation. Donc la gestion de la consultation, c'est d'abord permettre d'avoir un plan de classement de toutes ces consultations, de toutes ces pièces sur un plan de classement qui est entièrement personnalisable. On livre avec le module un plan de classement type qui peut, bien sûr, dans le cadre des ateliers, faire l'objet de travaux qui permet d'être adapté. On va le voir. Le référencement des natures de pièces et affectations dans ce plan de classement, justement. Fixer des règles de nommage par pièce et par nature de pièce plus exactement. Gérer les droits et des habilitations pour permettre à certaines personnes de voir tout ou partie de ce plan de classement en fonction de groupes d'utilisateurs Alfresco. Tout ça, c'est aidé par un formulaire de création de consultation qui permettra de faciliter la création du plan de classement de la consulte. Importer des plis dématérialisés des candidats qui ont soumis leurs offres sur une plateforme d'achat. Classer les documents, bien sûr, des commissions d'appel d'offres.
Alors, je vais basculer sur la démonstration pour montrer donc un site de passation. J'espère que vous voyez bien l'écran du site. Donc là, ici, c'est la conception même d'un site classique, je dirais, alfresco. Donc là, on est sur le site Passation Atoll CD, dans lequel on a une dashette de recherche, on y reviendra tout à l'heure. Ce qui nous intéresse surtout, c'est l'espace documentaire. Donc l'espace documentaire, vous voyez qu'il est là, ici, architecturé sous la forme de directions. Moi, je suis en tant qu'administrateur, donc j'ai une vision complète de toutes les directions. Mais si je me log en tant que simple utilisateur, je vais juste faire l'expérience. Je vais me loguer en tant qu'utilisateur Borda, sur lequel je n'ai accès que à certaines parties du plan de classement. Moi, en tant qu'Hervé Borda, dans mon espace documentaire, je ne verrai que la partie culture parce que je ne suis que habilité sur la direction de la culture, donc je n'ai aucun accès, aucune visibilité sur le reste de mon site. Donc, je me remets en tant qu'administrateur pour avoir une vision un peu plus transverse. Donc, ce site passation et cet espace documentaire, il est constitué donc d'une hiérarchie par direction. Donc, si on veut ici créer une nouvelle consultation, je vais me positionner dans la direction sur laquelle je vais travailler et j'ai un bouton ici qui me permet d'ajouter une consultation. Donc, ce bouton d'ajout de consultation ouvre un formulaire. Dans ce formulaire, je vais remplir les quelques informations nécessaires à la consultation. Donc, je choisis le millésime sur lequel je vais travailler, la procédure qui est prévue pour la consultation. Donc, ici, ce sont des listes qui sont paramétrables. On verra ça tout à l'heure. Si c'est fourniture de services ou de travaux ou autre, le numéro de la consultation, donc je vais mettre le numéro 2020 31 03 02, admettons. L'objet de la consultation, on va prendre un exemple de consultation qui va se baser sur l'achat de licence Alfresco, par exemple. On va mettre Alfresco directement. Donc, licence Alfresco. Ça peut être un marché à lotis avec un certain nombre de lots. Donc, c'est vous qui fixez le nombre de lots ou pas. Je veux dire qu'il y a 2 lots dans ce marché. Je fais enregistrer, donc ça va déclencher automatiquement la création dans mon plan de classement d'un dossier classé donc sur l'année 2020 sur les services avec ma consultation et mon plan de classement qui s'est auto-déterminé. Donc ce plan de classement, comme je disais, est paramétrable, c'est-à-dire que vous pouvez rajouter ou changer des libellés, demander à changer des libellés, demander à rajouter éventuellement des dossiers ou des sous-dossiers à l'intérieur de certains dossiers natifs. Vous pouvez donc par le biais de ce plan de classement automatique décider de venir qualifier les natures de pièces autorisées à certains niveaux. Si par exemple je vais dans le DCE et que je veux mettre dans les pièces communes importer un document, je vais utiliser la fonctionnalité classique d'Alfresco qui est importer un document. Alors, je peux faire de l'import, je peux faire du glisser-déplacer, ça fonctionne aussi. Je vais sélectionner un document, je vais prendre un document des plans, je vais prendre un plan, mettons ici, un plan technique. Donc la nature du document, c'est moi qui vais le sélectionner. Donc j'ai plusieurs documents qui me sont proposés, mais pas l'intégralité de mes natures de pièces. Seules certaines pièces sont autorisées à cet endroit précis. Là, ici, je vais dire que c'est un plan. Et je peux mettre un complément, donc plan, je vais mettre la date du jour, 03, 20, OK. Donc ça m'a créé automatiquement un document 2020 31 03 02, c'est-à-dire qui reprend le numéro de la consultation, la nature du document et le plan technique MO qui était prévu. Cette règle de nommage est entièrement personnalisable. Et vous pouvez décider la règle que vous voulez fixer. On peut éventuellement, quand on a beaucoup de documents à importer, plutôt que de les qualifier en masse, on peut carrément extraire un zip et ce zip peut être qualifié d'import. On a eu le cas d'une collectivité qui a importé en masse des dizaines, voire des centaines de documents dans son DCE. Donc, on leur a proposé d'importer directement en masse des zips. Donc, vous pouvez faire de l'import sur tous les dossiers et bien sûr ajouter les candidats au fur et à mesure de leur arrivée
ou quand vous consultez ou quand vous avez des nouveaux candidats. Donc, je vais prendre un nouveau candidat, je vais dire, c'est le candidat Alfresco directement. Je vais enregistrer, donc je vais créer un dossier Alfresco qui est venu se mettre dans candidat. Alors bien sûr, ce dossier, si je vais voir son contenu, je peux avoir des sous-dossiers à l'intérieur. Ici, je vais aller chercher des offres, donc je vais ajouter un pli. Donc généralement c'est un pli zippé, donc je vais aller chercher mon pli. Donc c'est le pli Alfresco, je peux le nommer, le libeller comme je veux, 3103 VR-01, admettons. La date de réception, ben, on l'a reçu hier. La nature, soit je décide d'une nature pour tous les documents de pli, parce que je ne vais pas qualifier l'intégralité des documents de ce pli-là, parce que je peux recevoir une trentaine d'offres, donc je ne vais pas qualifier tous les documents au fur et à mesure, ça n'a aucun intérêt, puisque une seule personne, un seul titulaire sera intéressant à classer, le reste restera des documents de pli, donc je ne le qualifie pas. Je vais sélectionner juste mon offre qui est arrivée, donc mettons celle-ci, c'est un pli zippé, donc je l'importe dans mon entrepôt, ça va importer le document et ça va déplier l'intégralité de l'offre du candidat. Je vais retrouver tous ces candidats, toutes ces offres, telles qu'il me les a, lui, organisées dans son architecture. Alors, vous remarquerez juste que sur l'offre du candidat, mais sur l'acte d'engagement, si je vais voir l'acte d'engagement du candidat, donc je récupère l'acte d'engagement, et sur la partie de droite, ici, je vois bien que le document est un document, il est typé document d'offre, et qu'il a récupéré la métadonnée relative à la consultation. Voilà comment on peut simplement, rapidement, organiser ces consultations. Bien entendu, ce plan de classement, comme je le répète, il est personnalisable. Bien entendu aussi, exceptionnellement, sur une consultation, vous pouvez vous-même rajouter des sous-dossiers à la consultation si vous voulez rajouter un nouveau dossier et que vous avez des habilitations, bien entendu, pour. Ça dépend des habilitations qui vous sont données. Vous pouvez rajouter un dossier ou un sous-dossier à l'intérieur d'une offre particulière. Et ici, si je veux créer un sous-dossier, je peux tout à fait créer un sous-dossier à l'intérieur de mon offre pour y rajouter quelque chose d'assez particulier. Voilà pour la première partie sur la consultation. Alors, la dashlet de recherche qu'on a au début vous permet de retrouver tout type de documents. Je vais réinitialiser juste les filtres. Donc ici, vous avez différents critères pour retrouver vos consultations. Donc soit sur la direction, sur le millésime, sur le numéro, sur l'objet. Je vais chercher Alfresco. Je fais une faute. Alfresco. Je recherche. Donc je retrouve bien ma consultation d'Alfresco. Je peux rechercher sur le thème. Je peux rechercher éventuellement sur un mot-clé à l'intérieur d'un des documents que j'ai importé si jamais j'ai possibilité d'avoir un référencement d'une indexation, je vais y arriver, une indexation du document qui a été faite par Alfresco. Donc on a des recherches différentes là-dessus. Pour continuer donc sur la gestion de la consultation, ensuite on a la gestion des pièces de marché. La gestion des pièces de marché se fait là aussi toujours dans le même site, le site de passation, dans lequel on va sélectionner un tiers attributaire et on va créer un marché à partir de cette sélection, donc la désignation d'un titulaire. On va pouvoir ainsi qualifier, classifier toutes les pièces que m'a fourni ce fournisseur, soumettre éventuellement des documents à la signature électronique pour e-parapheur, gérer les statuts de la consultation du marché. Si on veut faire évoluer différents statuts, on peut changer les propriétés de la consultation. Là aussi, des règles de nommage peuvent être fixées particulières à la prestation du marché et préparer des documents pour l'envoi au contrôle de légalité. Mais cette partie-là est en cours de développement. Donc, si je reviens sur mon marché de tout à l'heure, sur ma consultation, donc je vais revenir sur mon espace documentaire. Je vais reprendre mon marché d'Alfresco qui était ici, c'est la consultation d'Alfresco. Et il se trouve que le candidat, donc j'aurais pu avoir ici plusieurs candidats, il se trouve que le candidat, c'est lui qui a gagné le marché, donc je vais faire l'attribution. Donc je vais faire l'attribution du marché. L'attribution du marché, elle consiste à remplir un formulaire dans lequel on retrouve les informations relatives à la consultation, ici, en haut. Je vais sélectionner le lot sur lequel il va la soumissionner, donc le lot numéro 1.
Les lots peuvent être nominatifs, on peut mettre des numéros, on peut mettre des noms, là aussi c'est une règle à fixer. Le numéro d'identification du marché, je vais lui donner un numéro à ce marché. On va utiliser un numéro d'identifiant connu. Vous allez voir après pourquoi. L'objet du marché, c'est la licence Alfresco. Le numéro d'accord cadre, le statut, la nature du marché, c'est un accord cadre bon de commande, ce sont des services, est-ce qu'il est reconductible ou non, est-ce que la description rapide du marché, je vais reprendre le libellé, GEB transverse, finance, par exemple, la date de notification, la durée du mois, la durée, 36 mois, le montant du marché, c'est cher Alfresco, hein. Non, je dis 145 000 €. La forme du prix, c'est ferme. La recherche du tiers, on va dire que c'est Alfresco. Alors là, le tiers, on se base sur la base de tiers de la gestion financière. On part du principe qu'un tiers ne peut être attribué qu'à partir du moment où les finances ont vérifié ces informations et ont qualifié le tiers comme valable, comme à toutes les informations cohérentes. Donc, on était chercher la base de tiers de la gestion financière et je valide l'attribution. Donc, la validation d'attribution va en fait me créer automatiquement un dossier marché à l'intérieur de la consultation avec les lots qui vont bien. Donc, ici, à l'intérieur de mon plan de classement, c'est créé automatiquement. On le voit ici. Dans ma consultation 2020 3103, j'ai maintenant un marché 2016 licence Alfresco dans lequel mon plan de classement s'est développé et je retrouve mon tiers Alfresco 98 721 qui est venu se mettre ici et toutes les autres pièces. Donc là, ici, pour l'instant, il m'a créé que la structure, il ne m'a absolument pas repris les documents qu'avait soumis le fournisseur. Donc, je vais prendre maintenant ce tiers et je vais ventiler le document. Alors, la ventilation de document, c'est un outil qui vous permet d'aller plus simple plutôt que d'aller chercher les pièces parce que j'aurais pu très bien dire, voilà, les pièces qui étaient dans l'offre du candidat qui est ici, que j'ai reçu, là, ici, l'acte d'engagement, le BPU, j'aurais pu les prendre, venir les mettre dans les pièces d'origine, les déplacer, les requalifier, parce que pour l'instant, elles ne sont pas qualifiées. Je ne sais pas que c'est un acte d'engagement, un BPU en mémoire technique, c'est simplement une information. Alors, on est parti du principe qu'on va vous aider à faire ça avec tout simplement la possibilité de ventiler les documents. Alors, ventiler les documents, c'est un petit assistant qui va permettre d'aller chercher les différentes infos. Alors, je vais aller chercher les infos du pli. Je retrouve donc tous les documents du fournisseur en question. Je vais dire, je vais aller prendre le DC4, je vais aller prendre le RIB, je vais prendre le BPU, l'acte d'engagement, admettons. Je sélectionne ces pièces. Alors, je peux toutes les sélectionner et toutes les qualifier en une seule fois, ou alors les faire une par une. Donc là, je vais dire que ça, c'est un DC4. Alors, c'est de l'autocomplétion, donc ça permet d'aller plus vite dans ma sélection de la liste. Le BPU, c'est un bordereau de prix unitaire. L'acte d'engagement, c'est un acte d'engagement. Et je choisis la destination de mon document. C'est-à-dire que si j'avais créé des sous-dossiers à l'intérieur de mon marché, c'est là que je décide dans quoi je vais le mettre. Par exemple, le RIB, je le mets au niveau du tiers. Mais ça, c'est dans le plan de classement qu'on a déjà décidé que le RIB ne pouvait se mettre qu'au niveau du tiers. Il ne peut pas se mettre dans le 630 régional du marché, il ne peut se mettre qu'à un endroit bien précis du plan de classement. Voilà, donc ici, j'ai décidé de nommer toutes ces pièces-là, DC4, etc. J'ajoute les documents. Donc les documents sont venus se placer automatiquement et ont été ajoutés automatiquement dans le dossier. Donc je vais bien retrouver maintenant dans Alfresco mon RIB, qui a été qualifié avec la règle de nommage que j'avais fixée, c'est-à-dire le numéro du marché, RIB et un numéro. Et dans l'original du marché, je vais récupérer mon AE, mon BDL et mon DC4 qui eux aussi ont été qualifiés de nature de pièce. Je vous rappelle que tout à l'heure, l'AE, il avait comme nature document. Maintenant, document d'offre. Maintenant, il s'appelle acte d'engagement et il a récupéré les métadonnées du marché et de la consultation. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité de récupérer facilement et de ventiler facilement les offres une fois qu'elles ont été stipulées.
Vous remarquerez aussi qu'on a la possibilité sur l'acte d'engagement, parce qu'on l'a paramétré comme tel. Ici, j'ai une possibilité d'envoyer au parapheur certains documents. Donc, on peut positionner ça sur certains documents. Donc, à ce moment-là, envoyer au parapheur, ça va envoyer le document dans un dossier. Pour l'instant, on est connecté avec le parapheur de Libriciel, mais on peut très bien s'interconnecter avec tout type de documents et ça créera un dossier avec le document en question. Cette fonctionnalité, vous n'allez pas la retrouver sur, par exemple, sur toutes les pièces. Ici, sur le, on l'a mis sur le RIB aussi, on l'a mis sur toutes les pièces ici, mais on peut le qualifier sur certaines pièces et pas sur toutes. Voilà un petit peu comment s'organise ce marché. Donc on est parti d'une consultation, on a importé des pièces, on a réalisé et construit un marché, créé un dossier de marché. La troisième étape, c'est maintenant exposer ces pièces. Pour l'exposition des pièces, on va à ce moment-là passer sur le site d'exécution des pièces de marché. Donc c'est un site particulier qui utilise notre plan de classement avec possibilité de s'appuyer sur ce plan de classement pour aller rechercher des pièces issues de la gestion financière. Pour l'instant, on est interfacé avec Grand Angle de CGI. On a des travaux sur d'autres outils de gestion financière, Coriolis, Astre en particulier. On peut fixer des règles de nommage aussi, différentes du plan de classement initial, et possibilité de gérer donc les pièces d'exécution hors marché. À ce moment-là, un petit plan de classement peut être rajouté qui va qualifier le hors marché pour les classer par type d'engagement ou par numéro d'engagement. Donc ce site, il se présente comme ceci, c'est-à-dire que si je prends mon site, je vais quitter le site passation, je vais aller sur le site exécution. Et logiquement, si je vais dans l'espace documentaire, je devrais, de mon site exécution, au niveau de la DACP, sur 2020, sur appel d'offres ouvert, je retrouve mon site licence Alfresco qui a été créé dans l'autre site. Je retrouve bien mon site avec uniquement, par contre, là, que les candidatures et offres retenues et l'exécution du marché qui va me servir à classer les pièces d'exécution, mais je ne vois pas tous les autres plans de classement. Donc, c'est exactement la même chose que celui-ci, sauf que je ne vois pas toute cette partie-là parce que ce n'est pas exposé à la direction des finances. Aucun intérêt pour eux de voir toute l'intériorité du traitement, sauf si, bien sûr, on donne les droits à la personne en question, mais là, c'est pas le but. Donc, toutes les offres, on retrouve l'original du marché, je retrouve l'AE, je retrouve le BDS, je retrouve le DC4, je retrouve les pièces administratives d'Alfresco. Si je rajoute une pièce, moi, en tant que membre de la direction des finances, au niveau de la gestion financière, si je rajoute une pièce, par exemple, une correspondance qui a eu lieu avec le fournisseur, donc je vais importer dans l'entrepôt, je vais importer un courrier, une lettre de notification, je vais la qualifier de courrier, avec notif bien reçu. Enfin, vous pouvez mettre les commentaires que vous voulez. Ok, ça me crée un document qui s'appelle courrier notif bien reçu et qui est venu se classer dans 650 correspondances. Il est normalement dans mon site exécution, mais si je vais dans le site passation et que je vais dans les correspondances, je retrouve également mon courrier notif bien reçu qui est venu se mettre à la vision, aux capacités, enfin, à la vision de la direction des achats pour avoir vraiment un partage complet des documents. Ça, c'est une décision qu'on prend. La synchronisation, c'est du paramétrage. Donc, on peut très bien fixer de dire que ce dossier est synchronisé ou ce dossier ne l'est pas, dans un sens ou dans l'autre. Voilà comment se présente donc le site exécution. Donc là, l'intérêt, c'est d'exposer cette partie-là à la gestion financière de manière à ce qu'elle puisse venir soit déposer des pièces, soit au contraire s'en servir pour aller justifier une dépense un petit peu plus tard. Voilà pour la partie marché, la partie marché public. Ensuite, vous avez deux autres petits modules qui sont, deux autres modules qui sont des outils qui vont vous aider à faire des processus de validation. Le premier, c'est l'expression du besoin à des commandes. C'est un outil qui va vous permettre de créer un circuit de validation d'une demande d'achat avec une notification des différents acteurs de cette demande d'achat.
créer automatiquement la commande dans la gestion financière. Si la gestion financière expose un certain nombre de web services pour le créer, un rectangle lequel on est bien interfacé le permet. Rattacher par la même occasion des documents annexes dans la gestion financière, c'est-à-dire que si dans le processus de demande d'achat, l'utilisateur a venu rattacher des devis ou des propositions financières, ces documents peuvent remonter dans la gestion financière. Soumettre la commande à la signature électronique, e-parapher. Ça, c'est une phase qu'on est en cours de développement et qui sera terminée normalement à la fin du premier semestre, dans lequel on a un lien directement avec le e-parapher. Avoir un suivi complet du circuit de validation par tous les acteurs du workflow sous la forme d'un tableau de pilotage, c'est-à-dire que l'opérationnel, généralement, quand il envoyait un mail à son chef de service, qui chef de service l'envoyait au comptable pour créer l'engagement, la commande, etc., mais l'opérationnel n'est pas forcément au courant de la situation de sa demande d'achat. Là, par ce biais-là, il pourra avoir une vision et assister à la progression du circuit de validation. Et bien entendu, ça classe ses documents, ses annexes dans un plan de classement. Alors, le process, c'est la création de la demande, initialisation par un opérationnel en général, validation hiérarchique de la demande, un chef de service ou un directeur, validation comptable de la demande, ça c'est le gestionnaire de finances qui va venir créer son engagement et rattacher l'engagement à la commande. Éventuellement, on a la possibilité même de faire une validation supplémentaire, une validation de pôle qui, dans certaines directions, se valide. Alors, comment ça se présente? Ben là, c'est un autre site, c'est le site de demande d'achat. Donc, je vais choisir la direction sur laquelle je vais créer ma demande d'achat. Je vais me connecter. Bon, je vais laisser là. Voilà. Je vais me connecter en tant qu'utilisateur utilisateur lambda. C'est mieux. Donc, demande d'achat. Parce que l'utilisateur lambda, lui, il n'a que l'accès qu'à certaines directions. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais accès à la culture rien que pour le marché. Mais ici, sur la demande d'achat, je peux créer également dans la direction de la commande publique ou alors direction de la communication. Ça dépend qui gère la demande d'achat. Là, on peut être souple à ce niveau. Je vais dire que je veux commander commande de licence supplémentaire Tesco. J'en ai besoin de 1000 de plus. 1000 licences. Là, le but n'est pas de décrire et de faire vraiment un détail de la commande, mais c'est bien de créer un élément, un dossier dans lequel je vais pouvoir recenser et rattacher mes documents. Je dis que le montant hors taxe de la commande est environ de 1500 €. Et je crée ma demande d'achat. La création de la demande d'achat va se lancer. Il va me permettre ensuite de rajouter des pièces. Je vais ajouter des pièces en cours de demande d'achat. Donc, je vais sélectionner un devis. Alors, bon de commande. Je vais choisir un devis. Ça ne correspond pas forcément à ce que j'ai fait, mais c'est pas très grave. Je vais qualifier ma demande de devis. Voilà, j'enregistre. Je peux y mettre ici un petit commentaire, licence, devis à transport. On va dire que c'est déjà ça n'a rien à voir. Je peux visualiser mon devis. J'ai mon devis qui apparaît ici. Je peux ajouter autant de documents que je veux. Ça, c'est entièrement libre. Alors, documents qui se trouvent soit sur mon espace de bureau, soit dans un espace JED qu'on a déjà prévu à cet effet, ou éventuellement des documents suggérés, ce sont des documents qui pourraient avoir un contexte favorable à son rattachement. Et je termine ma tâche. Alors là, ici, je viens de créer ma demande d'achat. Le directeur ou le chef de service a été notifié. Je peux vous montrer peut-être la notification qu'il a reçue. Il a été notifié qu'une demande d'achat est en cours pour lui. C'est une notification qui ressemble un petit peu à ceci. Je ne sais pas si vous allez la voir. Je pense que oui. C'est commande en attente de validation. Vous pouvez traiter la commande en cliquant sur un lien. Donc, il reçoit un lien par mail qui lui permet d'agir. Ou deuxième solution, c'est il va dans la demande d'achat parce qu'il a beaucoup de commandes à traiter tous les jours.
Et par le biais d'un tableau de pilotage, il a une vision complète de toutes ces demandes d'achat. Donc je retrouve ici ma commande de licence supplémentaire Alfresco qui est en attente de validation à la direction pour 1500 euros. Alors oui, pardon, je suis pas chef de service. Moi, Hervé Bordage, je suis pas chef de service. Donc je vois que ma commande est en attente de validation, mais je ne peux pas agir sur la commande parce que je suis pas chef de service. Je vais me remettre en tant que chef de service. Ce sera peut-être plus. Hop. Me remettre chef de service. Le chef de service, lui, dans ma demande d'achat et dans mon pilotage, je vais retrouver ma licence supplémentaire et vous voyez qu'ici, je peux agir sur la demande d'achat et intervenir sur cette demande d'achat. Donc, je visualise ma demande d'achat telle qu'elle a été formulée par mon opérationnel. Je peux intervenir dessus, je peux corriger, je peux ajouter tous les commentaires que je veux, je peux rajouter le tiers parce que je sais que le tiers, c'est Alfresco. J'ai des infos supplémentaires. Je connais le numéro du marché éventuellement. Je peux lui dire que le numéro de marché, c'est celui-ci parce que c'est moi qui gère les marchés. L'opérationnel, lui, ne le sait pas forcément. Hein. Je peux aller visualiser les pièces complémentaires qui m'a joint. Je peux rajouter un petit commentaire si je veux à traiter car urgent. Et je valide. Si je valide, ça passe au comptable qui va valider financièrement la demande. Si je refuse, ça revient à l'opérationnel qui a la possibilité de confirmer ou d'annuler sa demande ou de modifier sa demande pour la remettre à nouveau dans le circuit. Je vais valider ma demande. Donc la demande passe à l'étape suivante. Donc ici, ma demande de licence supplémentaire, elle est passée maintenant à l'étape de validation gestionnaire comptable. Donc c'est le comptable, c'est-à-dire tous les membres du groupe comptable de la direction de DACP qui ont la capacité de valider cette demande. Alors là, je vais faire le travail du comptable. Donc même travail que tout à l'heure, il vérifie les informations, il vérifie les pièces, il peut voir toutes les informations qui ont été mises sur la demande. Il valide ou il infirme cette demande. Alors ici, je suis dans un contexte où j'ai 4 étapes, parce que j'ai une étape supplémentaire, donc je vais avoir une étape supplémentaire qui est la validation financière. On peut très bien occulter cette étape si vous le souhaitez dans la mise en place de votre process. Ici, mon étape de validation financière, ça consiste en quoi? Ça consiste à vérifier, toujours pareil, la commande, mais de rajouter ici une référence à rappeler ou un numéro d'engagement. Donc ici, pour mes licences, je sais que mon numéro d'engagement, c'est un numéro qui est déjà préétabli. Voilà. Et je valide ma demande d'achat. Donc ma demande d'achat ici, alors, elle est maintenant en demande de signature. Donc à l'étape précédente, le déclenchement de la validation gestionnaire comptable, on a la capacité de créer la commande directement dans l'outil de gestion financière. Ça évite d'avoir à ressaisir pour le comptable la demande qui a été faite par l'opérationnel. Parce que bien souvent, on rencontrait ces cas-là, c'est-à-dire qu'il vous envoie un mail qui est envoyé au chef de service, qui chef de service l'envoie au gestionnaire comptable, et puis ensuite le gestionnaire comptable ressaisit sa commande. Ou alors c'est l'utilisateur final, l'opérationnel qui est obligé d'aller dans la gestion financière, utiliser des manipulations qu'il n'a pas forcément vocation à faire pour créer la commande qui est confirmée, infirmée, validée, enfin, etc. Là, c'est une gestion, une création automatique, il ne reste plus qu'à créer l'engagement après derrière. La demande de signature, j'ai une question là-dessus d'une personne qui assiste au web service. Donc c'est à ce moment-là que si vous mettez la signature électronique en place du bon de commande sur le parapheur, vous auriez la mise à disposition de ce document signé dans Alfresco, signé dans le parapheur. La récupération dans ce cas serait automatique. Pour l'instant, nous n'avons le cas que pour une demande que pour le e-parapheur de la Dulac, enfin de Libreciel, pardon. Mais nous sommes tout à fait ouverts à étudier une autre solution si besoin. Donc là, la demande de signature, en fait, qu'est-ce qui va se passer si c'est fait en automatique? En fait, la pièce complémentaire qui est ici, le principe va être d'importer la version qui vient du parapheur, la version signée du document. La version signée du document, donc il importe, il remplace le projet initial qui est un projet de bon de commande qui n'était pas le bon de commande par lui-même, qui a été remplacé par un enregistrement définitif, et ça va déclencher l'enregistrement définitif. Donc cette partie-là, en fait, est faite de manière totalement automatique. Et le document, de coup, la commande numéro 8, elle a disparu. Elle n'est plus dans mon tableau de pilotage parce qu'elle est considérée comme terminée. Elle s'est par contre classée dans mon espace documentaire
au niveau de la DACP, du marché 2020. Alors, je me rappelle plus le numéro, je crois que c'était celui-ci, exécution, commande. Voilà, la commande 9, elle est venue se mettre ici. Elle a créé automatiquement un plan de classement à l'intérieur de la commande avec le projet de commande et le devis que j'avais rajouté, avec mon devis Jaya que j'avais rajouté. Donc, j'ai bien un dossier. On a la possibilité, si vous avez le module exécution comptable, de faire une petite procédure, je vous le montrerai sur la facture tout à l'heure, une petite procédure qui permet automatiquement que cette commande qui a été maintenant terminée dans le processus de validation ne reste pas ici, mais aille plutôt dans le site d'exécution de la commande du marché en question. Ça évite comme ça et d'avoir de récupérer l'intégralité. Alors, je réponds à une question qui a été posée en même temps. Comment expliquer à la collectivité qu'il vaut mieux passer par la solution Atoll que par sa solution GF pour la saisie d'une commande? Là, l'intérêt principal, ça a été développé en ce sens, c'est pour permettre de mettre à disposition à des utilisateurs novices en termes de gestion financière un outil simple. Il a voulu être simple parce que la gestion al fresco, le formulaire de saisie est quand même relativement simple. L'utilisateur n'a qu'à saisir cette information-là, c'est tout, et rattacher ses pièces. Toute la partie création de la commande, décider quelle est la tranche, quelle est l'imputation comptable, tout ça, ce sont des opérations financières. Moi, je suis opérationnel, je veux des barrières de protection, je veux des planches, je veux des cagettes pour les produits surgelés. Je crée ma demande d'achat plutôt que d'envoyer un post-it, un courrier, un mail à mon chef de service. J'utilise ce process. Ça me permet en plus de suivre ce pilotage, de suivre exactement où ça en est, à quelle étape elle se situe. Quand on a un process automatique de signature, je pourrais récupérer par le même endroit, sans aller me chercher ailleurs, par le même endroit mon document signé. Ce qui suffit en ce moment-là que j'aille chercher mon tableau de bord, mon code tiers, je sais que c'est non pardon, c'était pas ça, c'était 9821, voilà, ma commande numéro 9, si je veux aller récupérer ma commande est signée, j'ai un accès à ma commande signée, je peux aller la récupérer, je peux la télécharger. J'ai pas besoin d'aller intervenir. Voilà. Ça, c'est un avantage. Alors, par contre, la question qui suit, on ne génère pas automatiquement l'engagement dans la GF suite à la validation de la commande. Pourquoi on ne génère pas l'engagement directement de la GF? Parce qu'on n'a pas voulu exporter dans Alfresco des outils de GF. L'Alfresco n'est là que pour gérer du document et des process de validation. La gestion financière doit rester gestion financière. Tout justement cette opération de gestion de tranche, de budget, etc. doit rester dans la gestion financière. On intervient, nous, juste pour créer le document commande, à charge ensuite de faire tout le reste. Donc ça, c'était l'opération pour la demande d'achat. Quatrième module, c'est le service fait sur les factures. Donc là, le module service fait sur les factures, c'est la récupération des factures de la gestion financière ou de Chorus. Il y a un circuit de validation également du service fait avec une notification des acteurs, même principe que pour la demande d'achat. Un suivi complet, du circuit de validation par tous les acteurs, même principe également que pour la demande d'achat sur un tableau de pilotage. On classe les factures et les annexes également dans un plan de classement propre. On met à jour les informations dans la gestion financière s'il y a eu besoin de mettre à jour ces informations directement dans la gestion financière et si la gestion financière le permet, hein, si elle a des web services mis à disposition. Pareil, on peut rattacher les documents annexes dans la gestion financière si en cours de validation, exemple, un bon de livraison qui justifie du service fait, si on veut le rattacher à la gestion financière, on peut le faire. On gère le refus de la facture également, c'est-à-dire la possibilité de refuser une facture parce qu'elle n'est pas conforme, parce que le service n'est pas fait, ou parce que c'est pas complet, ou parce que la livraison n'est pas complète, ou autre. On peut refuser la facture et faire remonter cette information dans l'outil. Et on établit un bordereau assurant la traçabilité du service fait, qui prouve que le service a été fait et de manière indélébile. Alors, comment ça se passe? C'est un circuit particulier, donc c'est un site de service fait. Donc là, j'ai un site service fait qui ressemble un petit peu aux autres. Là, je vais aller directement dans le pilotage parce que c'est un outil qui va me permettre de récupérer toutes les factures les unes après les autres. Donc ici, j'ai toutes les factures que je peux classer. Alors, je suis passé sur le tableau de pilotage tout à l'heure,
Mais en fait, on peut rechercher sur des tiers, sur des directions, sur des personnes. Donc là, sur une facture, donc je vais réceptionner une facture, par exemple l'achat de licence. J'ai reçu la facture des achats de licence d'Alfresco, 9600 € là, qui est à vérifier. Donc je réceptionne ça directement depuis Chorus ou directement depuis la gestion financière ou d'un tiers de numérisation. S'il reste encore des factures papier, normalement depuis le 1er janvier 2020, il ne devrait plus y en avoir. Je ferme la parenthèse, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Donc ici, mon fournisseur a bien fait son boulot, il a bien indiqué sa bonne référence, et il a bien indiqué, donc ça a fait le lien avec le numéro de marché. Alors ces informations, en fait, viennent d'une extraction de la gestion financière. Donc on est allé chercher dans la gestion financière tous les référentiels tiers, marché, engagement, qui nous permettent de visualiser et de ressaisir automatiquement et de permettre de visualiser dans un seul écran toutes ces informations. Donc ça, je ne l'ai pas ressaisi, c'est aller pomper les informations dans la base de données, ou une extraction en tout cas, de la base de données de l'AGF. Au niveau de la facture, j'ai les éléments de la facture, les pièces complémentaires éventuellement que le fournisseur a donné, parce que le fournisseur peut très bien mettre des pièces complémentaires également sur Chorus, là il n'en a pas, il n'y a que juste une facture. Des informations pour mettre un petit blabla, alors par exemple je vais dire urgent, il faut vite la certifier parce que j'ai eu une deuxième relance. Et je vais décider qui est l'attesteur. Ben, je vais envoyer ça à mon attesteur qui est Monsieur Bourdin. Et je l'envoie à Monsieur Bourdin. OK. Et je demande l'attestation. Donc la sélection de l'attesteur, c'est une sélection nominative. Hein. Là, je sélectionne une personne qui doit faire la tâche d'attestation. Donc ma facture d'achat de licence, je vois ici mon petit commentaire urgent deuxième relance. Elle est à Monsieur Bourdin. Donc Monsieur Bourdin peut intervenir parce que moi, si jamais j'interviens en tant qu'administrateur, je vais pouvoir le faire, mais normalement c'est Monsieur Bourdin qui intervient. Alors une petite question qui est posée, on peut aller rechercher dans les bases de données toutes les autres GF, AS, Grand Angle, Berger-Levaux, Coriolis ou autres. Alors on ne va pas chercher les informations dans la GF. On fait une extraction de ces données qu'on présente dans une petite base de vue. Une base de vue qu'on interroge. Bien souvent, on n'a pas les possibilités d'aller taper dans la base, c'est pas trop autorisé par les fournisseurs. Si jamais ils le veulent, il n'y a pas de souci, on le fera. Mais en général, on fait une extraction et on alimente des bases de vue. Donc ici, je suis sur le rôle d'attestation de ma facture. Donc l'attestation de la facture, ça consiste en quoi? Vérifier que les informations qui ont été transmises sont bonnes. Au niveau de la facture, que tous les éléments sont bons. Je vais mettre ma date de service fait. Donc, admettons que ma date de service fait, c'est le 25 février. Donc, ça a été livré le 26 février. Et je vais sélectionner mon certificateur, c'est-à-dire la personne N+1 qui va décider si je dois bien payer cette facture ou pas. Je vais en profiter pour ajouter un document. Je vais ajouter un petit BL. Qu'est-ce que j'ai là? Est-ce que j'ai une BL? Facture. Pas de BL. On va mettre un document, mettre ça. Voilà. Je mets un document, je vais lui dire que c'est mon livraison enregistrée. Voilà. Donc ici, je peux, comme sur la demande d'achat, rajouter un petit bonne livraison si je veux. Et ici, j'ai plusieurs possibilités, bien sûr, de commenter, comme tout à l'heure, mais également d'autres possibilités, c'est-à-dire demander la certification, procédure normale pour demander la certif, c'est-à-dire je sélectionne mon certificateur. On va le renvoyer ici. Ce certificateur pourrait être désigné de manière automatique. C'est-à-dire, on pourrait prédéterminer un certificateur pour une direction donnée. Si c'est toujours Monsieur Dupont qui est directeur de la DACP et c'est toujours lui qui fait la certification, on pourrait le déterminer de manière automatique. L'attestation et la certification, une question que je réponds en même temps en live, hein, on peut faire une attestation et une certification par la même personne. C'est-à-dire que si je suis, moi, à la fois attesteur et certificateur, parce que c'est une petite direction, je m'occupe de l'école de musique, et c'est moi qui fais l'attestation et la certification, je pourrais à ce moment-là m'auto-désigner comme certificateur, ça fera sauter l'étape de certification. Et on peut déterminer ces paramètres par défaut. Donc, je vais sélectionner, je peux demander la certification, cas nominal et le cas le plus classique. Je peux renvoyer pour vérification, c'est-à-dire je reviens en arrière à l'étape précédente parce que j'ai constaté qu'il y avait une anomalie. Je peux suspendre la facture. À ce moment-là, ça suspend la facture
pour la traiter, ça la met en attente pour montrer que parce qu'il me manque des éléments, il me manque des pièces ou des choses comme ça. Ou je peux carrément refuser la facture et à ce moment-là, la facture repartira chez le comptable avec la mention demande de refus et c'est le comptable qui établira la demande de refus et la demande de refus sera confirmée par un courrier. Donc c'est une étape vraiment particulière dans le workflow. Là ici, je vais demander la certification. Donc demande de certification, ça envoie un mail, ça demande la certification à la personne. Donc là, la personne ici, l'achat de licence, ben, elle est passée. Ben, c'est le cas que je viens de citer. Tiens. Comme moi, je me suis auto-désigné administrateur, j'étais administrateur, je me suis auto-désigné certificateur. Donc l'étape de certification, elle a sauté. Elle est passée, la facture, elle est passée directement à liquider. Vous voyez, donc ici, j'ai pas d'étape de certification. L'étape de certification, en fait, c'est la même que l'attestation. Ça n'a pas d'intérêt particulier à vous montrer la démonstration qui est assez rapide maintenant. Donc, l'étape de liquidation, c'est la dernière étape du workflow. Cette étape consiste en quoi? À rajouter le numéro de liquidation sur la facture. Ma facture qui, pour l'instant, a été classée, je vous la montre, elle est dans l'espace documentaire, dans DACP. Alors, elle est sur un marché je crois que c'est celui-là, Alfresco, suivi financier, facture à liquider, elle est ici. La facture que je viens de déposer, elle s'est classée au fur et à mesure du process. Elle est arrivée dans un SAS, elle est venue se classer automatiquement et est pour l'instant classée dans les factures à liquider. Le process, la dernière étape de liquidation, ça consiste en quoi? Ça va venir apposer le numéro de liquidation dessus. Ce process peut être fait de manière automatique si la gestion financière le permet. En l'occurrence, Grand Angle, c'est là les clients qui utilisent ce module utilisent beaucoup Grand Angle. Et Grand Angle est capable de venir mettre le numéro de liquidation. Et c'est-à-dire qu'il exporte le numéro de liquidation, donc je suis en capacité d'aller venir mettre automatiquement le numéro de liquidation. Je vais dire que c'est la liquidation de l'univers. Et je liquide la facture, ça aura pour effet de terminer mon workflow. Si je liquide ma facture, voilà, ma facture a disparu, elle n'est plus à cette étape-là. Et dans mon espace documentaire de tout à l'heure, au niveau de la DACP de mon marché 2016 sur les licences, Alfresco, suivi financier, facture liquidée, elle n'est plus dans les factures liquidées. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, soit vous avez un lien automatique avec le site exécution. Normalement, si vous n'avez pas de lien, c'est-à-dire que vous n'avez que le module service fait, mais les factures liquidées viendront se placer ici. Par contre, si vous avez le site exécution, ma facture qui est sur les licences Alfresco, elle est venue se mettre ici dans contractant Alfresco paiement. Je retrouve ma facture avec la licence, la liquidation 2020 79,80. Elle est ici. C'est bien ma facture de tout à l'heure. Ça vient d'être fait à l'instant. Et en plus, ça va générer le bordereau de service fait, qui est un bordereau, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Ça va générer un bordereau de service fait avec tous les renseignements sur le service fait, tous les éléments de service fait et tout l'historique. Avec qui a fait quoi, quand, à quelle heure, avec éventuellement les commentaires s'il y a eu des commentaires. Donc ça, c'est un bordereau qui trace complètement le service fait. Une collectivité récemment nous a demandé à faire remonter ce service fait en tant que pièce justificative sur la facture. Bon, on peut le faire, puisque c'est un document, on peut tout à fait le faire. Donc ma facture a été liquidée, elle s'est classée toute seule et elle a disparu du site service fait automatiquement. Alors, une petite question, peut-on mettre un commentaire lorsqu'on renvoie pour vérification? Oui, bien sûr, et c'est même une obligation. C'est-à-dire que si vous êtes sur une étape ici, je vais prendre celle-là, je suis à vérifier, alors pas à vérifier tant qu'à faire, si. Je vais demander l'attestation de cette facture à Hervé Borda. Hop, je demande l'attestation. Donc là, l'affectation est à Hervé Borda. Donc moi, en tant qu'Hervé Borda, je vérifie mon attestation et je dis, mais non, il y a une erreur. Donc je renvoie pour vérification. À ce moment-là, j'ai pas dû mettre le contrôle, excusez-moi. Je refais l'étape. Administrateur. Je demande attestation. Donc ici, je suis en attestation et je veux mettre un commentaire. J'ai pas dû activer le commentaire obligatoire. Ici, si je mets un commentaire, erreur
erreur sur montant de la facture, par exemple, et je renvoie pour vérification. Le vérificateur, quand il va être notifié, il va avoir ici retour d'attestation et il va voir erreur sur montant de la facture et elle est bien revenue à vérifier. Donc on peut mettre un commentaire lorsqu'on renvoie. Alors on a des différentes étapes, on peut revenir en arrière à tous les niveaux en fait. On peut revenir à une étape ou pas. Donc voilà comment le site ServiceFait fonctionne. Donc je termine rapidement quelques derniers slides que je dois vous montrer. L'administration centralisée du socle. L'administration centralisée du socle permet de gérer de manière homogène l'intégralité des modules à un seul et même endroit. C'est-à-dire que c'est un site, sont des sites multi-collectivités, multi-entités, donc on peut gérer plusieurs collectivités. Exemple, la métropole de Bordeaux gère jusqu'à 8 collectivités avec le même site sur la même gêne. Gérer les directions au même endroit, les habilitations, les référentiels de nature de pièces, de plans de classement. Tout ceci, c'est individualisé, ça peut être paramétré ensemble et ça va même dans la prochaine version, être exposé aux utilisateurs pour qu'ils puissent eux-mêmes modifier ces référentiels. On peut paramétrer les connexions aux outils tierces. On administrer les listes au même endroit. On peut modéliser les notifications. Les notifications de mail, on peut être personnalisées par collectivité. Je vous le montre très rapidement. Ça se situe ici, administration du socle. Ici, pour une collectivité, vous avez la collectivité, vous avez la gestion des directions, dans lequel vous pouvez créer des directions. Une direction, toutes les directions sont recensées. Au niveau de la passation, c'est le module passation dans lequel on a la gestion de toutes les listes, procédures, type de marché, statut du marché, tout ceci, c'est personnalisable. C'est ici que vous gérez quelle est la nature des pièces par défaut. Dans l'exécution, c'est pareil, on a une notion de liste. J'en ai pas parlé, mais on a une possibilité de rajouter une notion de pôle au-dessus de la direction, c'est-à-dire qu'on peut avoir dans le plan de classement un niveau supplémentaire, une genre de direction générale, délégation qui regroupe plusieurs directions. Au niveau de la commande, vous pouvez gérer donc les directions qui sont habilitées sur les commandes. Vous pouvez, c'est là où vous décidez si vous envoyez des notifications ou pas, si vous créez les commandes dans Grand Angle, enfin dans l'outil de gestion financière ou pas. Au niveau du service fait, beaucoup d'infos aussi, dans lequel on désigne les règles de désignation automatique. Là ici, si je veux dire que pour la DACP, c'est toujours Monsieur Borda qui est attesteur. Ça le proposera par défaut systématiquement et en fonction d'un certain montant, c'est-à-dire de 0 à 500, c'est Monsieur Borda, et de 500 à 1000, c'est Madame Durand. Donc, vous pouvez créer cette règle-là et elle sera fixée dorénavant sur toutes les nouvelles factures. Gérer les listes, comme je disais, avec tous les motifs. Gérer tout un tas d'informations. Donc, les interactions, là, ici, c'est dans le cas de Grand Angle, mais on peut interagir avec la gestion financière ou pas en fonction, il suffit d'activer le web service que l'on veut. Est-ce qu'on veut renvoyer les motifs de refus ou pas? Est-ce qu'on veut renvoyer les motifs de suspension ou pas? Donc, il y a une véritable interaction avec l'outil de gestion financière. Donc, on peut créer, c'était, je crois, une question que j'ai vu apparaître. On peut éventuellement créer la liquidation à la fin de la facture. En général, on refait remonter une facture et puis c'est le comptable qui fait la liquidation dans l'outil de gestion financière. Il y a une collectivité qui nous a demandé carrément de remonter la liquidation. Et à ce moment-là, on peut gérer les liquidations. Donc ça, c'est le paramétrage centralisé. Une question importante, c'est vrai dont je n'ai pas parlé, c'est la gestion des habilitations. C'est-à-dire que là, ici, si je reprends mon site de service fait, on a dit tout à l'heure que sur mon pilotage, j'avais c'était nominatif. Donc ma tâche est désignée à Monsieur Hervé Bourdin. Mais Monsieur Hervé Bourdin, ben, il a attrapé le coronavirus, le pauvre. Donc il est confiné pendant 15 jours, il peut pas venir faire l'attestation et il n'a pas de télétravail. Non, c'est pas bien ce que je dis, mais enfin, ici on peut, donc un administrateur ou une personne qui a les droits et habitations, parce que c'est un groupe particulier, peut décider que toutes ces tâches-là, dorénavant, donc les deux factures que je vois ici, là, donc les factures qui sont assignées à Monsieur Hervé Bordin, mais ces deux tâches, je peux les réassigner et je vais les réassigner à l'administrateur. C'est moi qui vais les traiter et non pas Monsieur Bordin. Donc à ce moment-là, je réassigne mes tâches et mes tâches sont réassignées à l'administrateur. Elles sont plus rébordables. Donc on peut faire de la réassignation même si on ne gère pas la tâche. Donc ça c'est soumis à habilitation. Mais on a également, si moi je sais à l'avance que je ne vais pas être là, j'ai la possibilité dans mon profil éventuellement de gérer des étapes de délégation et à ce moment-là on l'active au niveau du profil de l'utilisateur.
Là, je l'ai pas activé sur ce niveau-là, mais on peut le faire. À ce moment-là, je précise que je suis absent de telle date à telle date et on peut préciser des délégations anticipées. Donc ça, c'est l'administration centralisée. Donc c'est une offre complète. Alors l'offre complète consiste en quoi? En fait, dans cette offre, on a à peu près tous les cas découpés en modules, chacun d'entre eux pouvant être ainsi mis en œuvre en gardant une vision transverse de la GED. Chacun des modules est proposé avec toutes les prestations associées, gestion de projet, atelier de paramétrage de personnalisation, accompagnement à la recette, accompagnement à la formation, éventuellement formation des utilisateurs, le support. Tout ceci, on a découpé ça en modules avec différentes offres complémentaires. Bien entendu, une TMA fonctionnelle, aussi bien corrective, préventive et curative, qui sont des contrats qui couvrent toutes les éventuelles anomalies qu'on peut rencontrer sur le module. Une maintenance évolutive également que l'on va faire vivre, qui est nouveau sur notre module. On peut avoir des maintenances évolutives pour faire évoluer le module. On a à peu près 2 versions par an du module. Cette version également s'appuie sur des remontées des clubs utilisateurs dans lequel on partage l'expérience, on centralise nos demandes d'évolution. Et le club utilisateur qui devait se réunir en avril, mais j'étais obligé de repousser, donc la participation à la définition d'axes de développement des différents modules, de définir des spécifications fonctionnelles de ces évolutions majeures et essayer autant que possible de mutualiser les coûts. À peu près une quinzaine de collectivités ont choisi nos modules aujourd'hui. Donc, il est intéressant de partager et d'optimiser les dépenses. Par exemple, sur la demande d'achat, par exemple, sur les services faits, on a pas mal de demandes sur la personnalisation de certaines fonctionnalités du marché aussi. Alors, quelques références clients, une vingtaine de conseils départementaux, des grandes villes, des ministères nous ont fait confiance. Comme je vous disais, une quinzaine ont fait appel à nous pour les modules. Donc, n'hésitez pas à les solliciter si vous souhaitez avoir des informations. Voilà, j'ai essayé d'être assez concis, assez rapide sur tous les modules. C'est assez rapide, je le conçois, mais n'hésitez pas à nous recontacter pour avoir plus d'informations. Je vais répondre à quelques questions. Il me reste encore un petit peu de temps. Quelques questions qui me restent. Alors, je regarde rapidement. Comment peut-on gérer la suspension d'une facture? Je vous l'ai montré, c'est juste une option qui est suspension. Vous avez suspendre la facture et vous motivez ce motif de suspension qui est tracé, qui est gardé. Une fois que vous récupérez la facture après suspension, elle reprend son profil normal. Donc, on peut rechercher dans toutes les bases de données, je l'ai dit. Sur les factures de service fait, attends, une gestion des délais et des alertes. Alors, sur le service fait, dans le tableau de pilotage, vous l'avez peut-être vu furtivement, mais vous avez des couleurs, en fait. Donc, les factures, au bout de 10 jours de délai, elle passe en rouge pour signaler que cette facture, ça fait déjà 10 jours qu'elle est dans les tuyaux. Elle devrait être déjà partie à la finance pour être payée, pour ensuite être payée par le comptable. Donc, on a mis un critère de 10 jours. Ce n'est que informatif. On ne bloque pas pour autant le délai ou on n'avertit pas le délai. On ne relance pas pour l'instant le délai. Peut-on rechercher un document qui aurait été déposé dans la GED en amont? Oui, tout à fait. On peut rechercher un document. Quand on fait un rattachement de pièces, on peut aller rechercher des pièces sur la GED. On a la possibilité de rattacher un document qui est sur notre poste ou un document qui se trouve déjà dans la GED. Les délégations multiples anticipées sont-elles possibles? Non, ce ne sont pas des délégations multiples. On délègue à une personne. C'est-à-dire, moi, Hervé Borda, je ne peux déléguer qu'à Madame Durand. L'usage du préfixe dans le plan de classement semble déterminant, c'est automatisé à l'import de documents à la création des dossiers. Ce n'est pas automatisé, c'est automatisé si vous le souhaitez, mais par dossier, je dis bien, par dossier et par nature de document surtout, on peut décider s'il y a un usage d'un préfixe ou pas, c'est-à-dire une règle de nommage particulière ou pas. Donc, c'est lors du paramétrage qu'on effectue ce traitement. D'autres questions? À partir de quelle version d'Alfresco tout cela est-il disponible? Version, alors c'est compatible version 5.1, 5.2, 6.1 en cours de validation, mais qui devrait l'être à la fin du mois. Voilà, on s'arrête à ces versions-là. De préférence, la 5.2 à minima, si vous avez une version plus ancienne, je conseille de passer une version 5.2. Vous avez mentionné la recherche par indexation native à Alfresco, les PDF aussi. Les PDF, oui, dans certaines mesures, certaines PDF peuvent être indexées, d'autres pas. Certains sont indexés par Alfresco, d'autres pas.
Donc, on a sur les moteurs de recherche, d'achat de recherche, la possibilité de rechercher par mots-clés. Vous pouvez rechercher par mots-clés dans Alfresco. Oui, on peut le faire sur certains documents. Donc, pour terminer, je vous rappelle donc notre positionnement. Nous sommes 45 aujourd'hui à travailler, mais on ne cesse que de progresser. Ingénieurs et consultants et chefs de projet. Des consultants fonctionnels comme moi, un peu spécialisés dans les finances, donc ils sont en capacité de vous adapter au mieux les différents modules. Je vous remercie à tous pour votre écoute et votre patience. N'hésitez pas, vous avez toutes nos coordonnées sur le webinar qui sera partagé sur notre site Atoll CD. Je vous souhaite une bonne fin de journée, protégez-vous, restez chez vous et bonne santé à tous. Au revoir.